C'est un plaisir d'avoir ce groupe de panélistes aussi impressionnant sur scène, car ce panel, c'est vraiment le point de départ pour notre journée. Nous souhaitons apporter des contributions, des idées pour les discussions à venir. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Nous venons directement aux projets concrets mis en œuvre sur place à l'échelle locale. Nous avons déjà entendu, c'est vraiment un moment historique ici. Nous comptons la première ministre de l'Environnement de la Somalie. Depuis 2 mois, vous exercez cette fonction et le ministère n'existe que depuis 2 mois. Cela souligne encore une fois à quel point c'est une thématique qui presse. Il faudra donc s'y atteler rapidement. Donc, c'est un grand plaisir que vous n'avez pas dû attendre des années pour avoir une ministre féminine, car en Somalie, nous constatons que la crise climatique touche tout d'abord les plus pauvres, les plus vulnérables, les femmes, les enfants en sein de votre pays. Donc, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est une décision stratégique qui a été prise. C'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir ici, chère Khadija Maxamed Al-Makzoumi. Et j'ai une question qui s'adresse directement à vous, à votre pays. Vous avez toujours souligné que la crise climatique touche tout d'abord les femmes et les enfants. Donc, comment pouvons-nous soutenir ces groupes vulnérables, les femmes, les enfants, au sein de votre région et dans bien d'autres régions du monde? Bonjour et merci beaucoup, Excellences, Mesdames, Messieurs. Vous venez déjà de le dire. Pour la première fois, nous avons créé un ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Vous avez dit à juste titre que les femmes, les enfants, les filles constituent plus de 50% de la population. Donc, d'un point de vue historique, les femmes n'ont pas été partie prenante des processus de prise de décision politique. Cependant, le dérèglement climatique nous touche tous et touche avant tout femmes et filles. Le changement climatique touche même davantage les femmes et les filles. Selon les plus récentes études, plus de 80% des personnes déplacées de force sont femmes ou filles. Femmes et filles doivent parcourir de longs chemins pour aller chercher de l'eau, trouver du bois pour pouvoir nourrir leur famille. La violence basée sur le genre et le risque d'être victime de ce type de violence est extrêmement élevé en Somalie. Les hommes ne sont pas capables de subvenir aux besoins de leur famille, ne trouvent pas d'emploi. Donc souvent, ce sont les femmes qui doivent assurer la survie des familles. Les risques ne cessent de s'accroître et les femmes sont souvent soumises à des menaces plus graves. C'est pourquoi le gouvernement de la Somalie vise à s'atteler à la question comment soutenir les femmes, les filles, comment lutter contre la violence basée sur le genre. Les femmes doivent avoir accès à l'éducation. Nous devons également engendrer une prise de conscience en ce qui concerne l'existence même de la violence basée sur le genre et nous devons également créer cette prise de conscience concernant les conflits qui existent. Les femmes, les filles doivent avoir accès au système de santé. Nous avons donc besoin d'un soutien technique pour que les femmes aient accès à ces systèmes, pour que les femmes également puissent participer pleinement à la vie économique du pays.
Il faudra également avoir accès aux fonds globaux, aux fonds internationaux pour avoir accès à un financement de la lutte contre le changement climatique afin de pouvoir soutenir les différentes communautés, à soutenir femmes et filles. Il faudra donc trouver des solutions durables. Et nous avons besoin de nouveaux emplois pour les femmes et les filles. Merci beaucoup. Peut-être encore une petite remarque pratique parce que nous discutons des différents mécanismes et instruments afin de réduire les risques. Quel est selon vous le moyen le plus utile afin de réduire les pertes et les dégâts et l'impact sur les filles et les femmes? C'est effectivement une question très importante, Madame la Ministre. Il ne faudra pas accepter qu'au bout d'une mission militaire, qu'on oublie cette dimension. Il faudra créer des réserves là où cela n'a pas été le cas depuis 15 années déjà. Donc, il faudra procéder à une analyse des risques à l'échelle locale. C'est ce qu'il faudra faire en tant que première étape afin de pouvoir mieux comprendre l'impact du changement climatique et des risques qui en résultent à l'échelle locale. Il faudra également intégrer la population sur place à nos activités et il faudra également les intégrer pour trouver des solutions aux conflits. Par exemple, en parlant de conflits fonciers. Le gouvernement de la Somalie voudra intégrer la dimension de la protection du climat dans les programmes les plus importants et nos partenaires peuvent nous soutenir. Nous sommes très reconnaissants parce que nous avons besoin de davantage de soutien en raison du changement climatique et des risques sécuritaires qui en résultent. Merci beaucoup. C'est vraiment très important de souligner que les acteurs, que les participants, que les parties prenantes, surtout les femmes, jouent un rôle majeur en voulant mettre en œuvre des projets afin de les mener à bien et il faudra leur donner accès aux régions où ce soutien est nécessaire. Et c'est vraiment un départ formidable pour discuter de cette situation compliquée dans laquelle se trouvent vos pays. Cela démontre encore une fois à quel point la protection du climat et les crises sont liées. Venons donc aux Émirats arabes unis. La ministre Mariam El Maïri. Elle parle couramment l'allemand, mais nous allons continuer à parler anglais. Donc, votre pays est actuellement membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et votre pays souffre des conséquences du changement climatique. Quelles sont vos analyses en ce qui concerne l'impact du changement climatique sur l'architecture de sécurité des Nations Unies et quelle est votre position concernant la sécurité alimentaire? Donc, comment peut-on soutenir les efforts des enceintes des Nations Unies? Comment peut-on faire le lien entre changement climatique et questions sécuritaires? Merci beaucoup, Annalena. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment un sujet important, une thématique importante. Il faudra comprendre que le changement climatique, c'est non seulement une thématique qui concerne mon ministère, mais c'est une tâche transversale. Et c'est ce que vous faites au sein du gouvernement fédéral et vous avez ancré ce sujet au niveau de plusieurs ministères. Nous avons très peu de terres arables, très peu de ressources en eau. Le changement climatique, le dérèglement climatique, cela a toujours été un enjeu pour nous. Nous avons donc dû nous pencher sur cette thématique et depuis longtemps, nous avons misé sur la protection du climat parce que cela nous préoccupe énormément. Nous avons rapidement mis en œuvre une diversification de nos ressources énergétiques parce que nous avons compris qu'en aucun cas, nous devons être dépendants d'une seule source énergétique. Les technologies énergétiques jouent donc un rôle majeur et nous avons par conséquent investi. Le soleil brille tous les jours, donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas profiter de cette énergie, de cette ressource énergétique. Nous avons investi 40 milliards de dollars au sein de notre pays et 50 milliards de dollars dans d'autres pays en dehors de notre propre pays. Et maintenant, nous
avons les 3 parcs solaires les plus importants dans le monde, avec le financement le moins important par rapport à cette dimension. C'est vraiment un défi, mais grâce à l'innovation, à la technologie, nous avons réussi ce défi. Et au niveau des Émirats arabes unis, nous pouvons donc cultiver, et ce sont les technologies qui nous le permettent. Pourquoi est-ce que c'est possible? C'est possible parce que nous adaptons la technologie aux besoins sur place. Cela nous permet de réduire le coût d'exploitation et c'est vraiment intéressant pour d'autres pays. Par exemple, en pensant à la Somalie, nous nous engageons au Libéria et dans d'autres pays. Donc, nous voulons trouver des solutions technologiques dites low-tech, donc simples, pour que ces pays puissent subvenir aux besoins de leur population. Et selon moi, Anna-Lena, ce qui importe, c'est de faire le lien entre les pays, d'échanger sur les solutions trouvées. Nous nous rapprochons de la COP 28 et nous nous posons des questions, à savoir comment nous protéger contre le dérèglement climatique. Prenons l'exemple des mangroves. Nous n'avons pas une forêt telle qu'elle existe en Europe, mais nous avons des mangroves. L'eau est extrêmement salée et pourtant, ces mangroves peuvent donc se développer. Il faudra alors protéger ces aires parce que cela permet de séquestrer le CO2. Encore une fois, l'écotourisme, c'est une question intéressante parce que cela a un impact pratique et propose des solutions pratiques pour les populations. Avec les États-Unis, nous avons également créé une initiative lors de la COP 26 et nous espérons que lors de la COP 27, nous pouvons encore initier d'autres initiatives. Nous comptons plus de 200 partenaires parce que l'idée, c'est de développer des solutions pour les systèmes résilients au climat. Merci beaucoup de le souligner parce que c'est une solution grâce à l'accélération des initiatives, grâce à la coopération, parce qu'accélérer cela, c'est ce qui me préoccupe. Nous connaissons les solutions, nous savons comment les mettre en œuvre, mais assez souvent, nous constatons que cela ne se traduit pas dans des faits, dans des projets concrets. Enfin, pas là où il faudra le faire. Quels sont selon vous les obstacles? Vous avez dit que vous avez su développer des solutions techniques, mais quels sont les obstacles qui se sont posés à vous? En Allemagne, je pense que c'est certainement la bureaucratie, parce que cela dure de construire des éoliennes. Mais quels sont les défis auxquels vous avez fait face et quels sont les changements sur place que vous avez pu créer grâce au projet? Certainement, il est important à Anna-Lena de jouer un rôle de leader. C'est ce qu'il nous faut dans un monde qui change aussi rapidement chez nous. Donc, il faudra prendre la relève, il faut dire, voilà, nous allons mettre en œuvre ce projet. Vous avez parlé de l'initiative Climate for Peace. Des initiatives de ce genre rapprochent différents pays, des pays qui ont les mêmes objectifs, qui veulent contribuer au changement, à la transition. Et chaque pays connaît ses propres défis. Chez nous, le défi majeur, c'est la rareté de l'eau. Oui, nous pouvons cultiver des plantes, mais nous avons besoin d'énormes quantités d'eau. Dans un circuit fermé, bien sûr, c'est plus sûr, plus facile, mais l'eau sert plutôt au refroidissement et moins à l'irrigation. Mais on se pose la question, est-ce qu'on pourra peut-être utiliser les eaux usées pour le refroidissement? Donc, il y a toujours des défis. En acceptant d'être le leader, c'est ce qui est très utile. Nous, les Émirats arabes unis, nous sommes un pays jeune qui existe depuis 50 ans, mais tout le progrès réalisé, c'est certainement lié au leadership politique. Merci beaucoup d'être aussi clair. En écoutant Mariam, vous constatez certainement que la rareté de l'eau est également un problème pour votre pays. Parce qu'on en discute donc avec ce genre de projet lié aux ressources en eau. Que faudra-t-il pour trouver des investisseurs, pour avoir des acteurs, des partenaires sur place, les partenaires dont vous avez besoin?
C'est une question tout à fait pertinente. Pour nous, le plus grand problème au cours des dernières années, c'était les pluies. Nous avons vécu des périodes de sécheresse et nous n'avons aucun accès à l'eau. Cela a un impact humanitaire durable. Sécurité alimentaire et rareté de l'eau, ce sont les problèmes majeurs. Nous devons donc maintenant procéder à une analyse pour pouvoir sortir de cette impasse. Donc pour nous, nos ressources en eau, c'est vraiment le plus grand problème en ce moment. Cela concerne également l'agriculteur. Al-Shabaab, c'est également un problème parce qu'ils occupent les terres arables. Donc la question est de trouver une solution dans ce domaine, de savoir comment avoir davantage d'eau à notre disposition. Et puis, je pense qu'il serait possible de résoudre d'autres problèmes. Et là, nous voyons déjà que c'est peut-être un projet d'avenir. Johanna, secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères de la Finlande, c'est un grand plaisir de pouvoir t'accueillir ici. Depuis longtemps déjà, au niveau des pays de l'UE, nous avons discuté des solutions d'avenir avec le programme Fit for 55. Nous avons donc réussi une étape. Nous, en tant qu'Union européenne, nous voulons faire davantage pour réduire les émissions. En 2019, vous avez créé un plan d'action pour une politique intelligente des affaires étrangères en matière du climat. Nous voulons également le faire en ayant la diplomatie climatique maintenant sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Mais que pouvez-vous dire concernant l'initiative de 2019, donc en traduisant l'enjeu climatique dans l'action de tous les ministères? Ce que nous faisons en ce moment, c'est un élément de ce que nous faisons. La diplomatie climatique, c'est un domaine où nous nous engageons et nous souhaitons intégrer les grands émetteurs pour que ces émetteurs soient engagés dans le domaine de nos activités. Mais tout d'abord, je voudrais remercier la ministre des Affaires étrangères parce qu'il faudra procéder à des changements afin de trouver des mesures et des projets de financement concrets. Nous avons surtout discuté de l'impact économique du changement climatique et sur les moyens de subsistance des populations. Mais nous avons également analysé les conséquences en matière de politique sécuritaire et politique de sécurité. Puis nous constatons que la situation en Europe se dégrade en raison de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cela s'ajoute aux défis déjà existants. L'inflation augmente également, donc tout cela a un impact direct sur la vie des populations, ce qui a encore une fois un impact sur la situation sécuritaire. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous avez parlé des systèmes d'alerte précoce. Maintenant, nous parlons de mesures très pratiques. Comment s'y atteler? Peut-être je peux faire une remarque de manière générale. Il faudra avoir une économie de l'énergie verte. Il faudra agir davantage dans ce domaine, car les crises sécuritaires ont fait que nous nous retrouvons dans une situation où, force est de constater que nous devons agir durablement, que nous pouvons être indépendants, qui ne nuit pas aux générations futures. C'est possible en coopérant entre gouvernements, surtout dans les pays où les personnes souffrent le plus du changement climatique, donc les pays en voie de développement. Ils n'ont pas provoqué et causé le changement climatique. Ils ne sont pas responsables pour cela, mais ils en souffrent le plus. Et je pense que nous tous, nous devons nous concentrer sur les pays en voie de développement. Venons à l'eau.
Bientôt, la conférence sur l'eau des Nations Unies aura lieu au mois de mars de l'année prochaine à New York et je pense que c'est vraiment un bon moment pour en parler parce que c'est lié à la protection du climat, parce que le changement climatique a bien sûr également un impact sur les cycles hydrologiques, a également l'impact sur la raréfaction des ressources en eau, ce que ma collègue des Émirats arabes unis vient déjà de dire. J'ai également pu constater qu'il y a un grand nombre de pays, plus de la moitié de la population dans ce nombre important de pays, vit dans des pays où l'eau est devenue une ressource rare. C'est donc urgent de se pencher sur cette question, car c'est une question liée aux enjeux climatiques et aux enjeux sécuritaires. Annalena, tu as parlé des systèmes d'alerte précoce. Nous nous concentrons surtout sur les prestations météorologiques et les systèmes d'alerte précoce météorologiques parce que c'est le plus efficace en termes de coûts de réagir au changement climatique et de se préparer au changement climatique et son impact dans des régions concernées. J'ai également appris qu'un tiers de la population mondiale n'a toujours pas accès à des systèmes d'alerte précoce. Ce sont surtout les pays les moins développés et des petits États insulaires. Encore une question sur laquelle il faudra se pencher. Peut-être encore une dernière remarque. L'égalité des sexes, c'est également un point qui doit figurer sur l'agenda en parlant du changement climatique, parce qu'un avenir durable ne peut exister que si toutes les parties de la société soient intégrées au débat et peuvent agir. Nous, en Finlande, nous nous sommes donc concentrés sur l'égalité homme-femme et sur cet enjeu sur le plan politique. Nous soutenons donc les organisations des femmes parce que ces groupes sont toujours les plus vulnérables. Merci beaucoup. Merci aussi de réunir ces différents éléments, mais nous avons déjà entendu tout à l'heure qu'il faut donc intégrer les différents secteurs que nous parlions de l'égalité homme-femme, de la crise climatique et des autres. Cela est seulement possible si nous faisons participer tout le monde. Vous l'avez déjà dit, un tiers des États du monde ne disposent pas de ces systèmes d'alerte précoce et nous venons de voir comment les choses changent lorsqu'on a un tel système. Le tsunami des dernières années l'a montré. À un moment donné, nous avons installé ces systèmes dans différentes parties de cette région et cela a vraiment sauvé des vies humaines. Quelles sont les expériences de la Finlande en la matière aussi lorsqu'il s'agit de créer ces systèmes dans d'autres parties du monde? Après la question de la technologie, la question de l'argent, y a-t-il une pénurie en la matière? Il n'y a peut-être pas forcément suffisamment de coopération. Quelle serait l'approche apte? Je pense que nous devons surtout travailler et coopérer avec l'économie qui ont donc le savoir-faire aussi des experts en matière de météorologie. Nous avons donc coopéré avec le secteur privé pour mettre à disposition ces services. Nous avons besoin du secteur privé. Les gouvernements ne peuvent pas travailler seuls. Donc, c'est une recommandation que je pourrais faire car là, nous avons établi une très bonne relation avec le secteur privé. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup aussi au secteur privé présent ici et merci à tous ceux qui ont dit jusqu'à quel point cette conférence est importante. Il s'agit d'apprendre les uns des autres, d'échanger des expériences. Donc, merci beaucoup de cet très bon début de cette conférence qui va durer 2 jours et que nous allons traiter aussi du climat et de la sécurité. Nous allons encore entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler des technologies qui existent déjà, qui n'ont pas encore été mises en place, en tout cas pas dans tous les pays. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre inauguration. Ici, il s'agit de l'initiative Climate for Peace, que ce soit l'environnement, le climat, la politique étrangère, ce sont nos sujets. C'est aussi le sujet
de ces conférences, d'échanges de meilleures pratiques, aussi d'expériences que nous avons déjà faites. Je donne maintenant le microphone à la modératrice de cette conférence pour lancer cette initiative et je vous souhaite une conférence très fructueuse ici à Berlin.